l'histoire des arts, des cultures et des migrations. C'est un thème qui est très à propos pour les 50 de Sophie aujourd'hui. On remercie toute l'équipe de Sophie qui nous a invités, Sandra, François, toutes les personnes qui œuvrent aux côtés de Soul Food. J'ai le plaisir d'être Marie Grassi et je suis journaliste, autrice. Je co-anime notamment un podcast sur les questions raciales qui s'appelle Pitaras avec Gaël Diallo et qui traite aussi des questions proches de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc voilà, je suis ravie de le faire. Je suis aux côtés de plusieurs personnes qui vont contribuer à cette conversation en parlant d'elles, en parlant de leur parcours de migration et de leur identité, de comment elles sont. Tout d'abord, nous sommes en Christlaine, Rito, Lina, Andral. Je pense que j'ai pas tout l'accent, mais voilà. Donc, tu travailles dans plein de choses différentes. Tu as notamment une agence, une compagnie, une société qui s'occupe de l'hospitalité, donc hospitality, donc la question d'accueillir les gens. Et donc tu fais plein de choses qui vont de planifier des événements, créer des concepts. Et tu es bénévole à Soul Food depuis 1 an, donc c'est aussi ton rapport à Soul Food. Tu es originaire de Bucafère et merci d'être là avec nous. Nous sommes ensuite avec Stretchy, vous avez pu entendre tout à l'heure, qui nous a fait le grand plaisir de faire du décor. Donc toi tu es directeur artistique et fondateur, musicien, et ton collectif s'appelle le Panam Beatbox Hustlers. Tu fais plein de choses aussi, maître de cérémonie, consultant en stratégie d'entreprise et communication événementielle. Et avec le collectif, vous avez de nombreux prix, de nombreux événements. Oui, c'est ça. Actuellement en activité. Des événements pour pouvoir partager les événements de cet art, mais aussi son histoire et présenter ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Nous sommes aussi en présence de Mike qui est là avec nous. Tu es écrivain, producteur de musique. Tu es aussi professeur actuellement à Sciences Po. Ah, c'est vieux. Bon, bah non, on a déjà fini. Ça, c'est fini. J'ai été. Tu étais, voilà. Et donc, tu travailles, tu es musicien, tu fais de la musique, tu participes aussi à des collaborations musicales. Et tu viens des États-Unis. C'est bon, ça c'est parti, c'est bon. Ensuite, nous sommes en présence de Nam Nguyen, qui est co-créateur de Hanoi Corner à Paris. C'est un lieu, c'est un coffee shop, une épicerie, c'est un lieu où vous avez une démarche. Alors oui, c'est le premier. Absolument, oui. Tu parles bien dans le micro pour entendre. Ok. Ouais, voilà, comme ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence. Donc la question vraiment qui nous va aborder aujourd'hui, c'est quelle est la place de vos identités, de qui vous êtes pour vos créations. Tout ce que vous faites, vous êtes multi, beaucoup de facettes dans votre travail, mais comment est-ce que qui vous êtes et d'où vous venez, votre héritage, comment est-ce que ça contribue à ce que vous faites aujourd'hui? C'est une question très large, bien sûr, mais je vous laisse prendre le micro, peut-être. On peut parler plus tard. Check. Tout le monde m'entend? Je m'appelle merci d'être là pour nous, ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici aujourd'hui.
Bon, moi, étant capverdienne, avoir grandi aux États-Unis et en étant sans document pendant 22 ans de ma vie, j'ai 37 ans aujourd'hui, ça a beaucoup joué dans mes choix de profession et comment je change avec le monde en fait. Donc j'ai toujours eu un gros problème à m'identifier avec qui que ce soit, quelle nationalité, ou quel peuple, ou quel pays. Donc j'ai décidé toujours de me recréer. Donc à chaque fois que je déménageais, je créais une nouvelle identité. Donc je me permettais, grâce à ma clarté de peau et mes cheveux un peu bizarres, différents, de créer des personnalités, des nationalités, des villes où j'ai grandi parce que je voulais faire partie de quelque chose, quelque part. Jusqu'au moment où j'ai découvert le mot du roi. Et jusqu'au moment où j'ai des enfants. Donc là aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dire qui je suis. Mais au long de ma vie, j'ai toujours utilisé mon identité pour créer des opportunités. Et est-ce que dans ton parcours qui a été, où tu as été de nombreux endroits et que tu n'as pas eu de documents, c'est-à-dire que tu n'avais pas de papier, tu étais dans une situation parfois administrativement difficile, donc tu ne pouvais pas peut-être prétendre à des droits qui sont des droits de citoyenneté en fait, très basiques. Est-ce que ça a été un obstacle dans la perception de toi-même? Je pense que la question qui est importante, c'est tout le monde vient de quelque part en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est très difficilement encore, hélas, compréhensible. C'est que les gens nous demandent d'où tu viens, comme si parfois on nous demande d'où tu viens vraiment, et c'est vraiment ça qui est problématique. On vient tous de quelque part, il y a personne qui n'a pas de racine en fait. Et le problème c'est lorsque il y a une différence de perception. Il y a des héritages qui sont valorisés, d'autres qui ne sont pas valorisés, venant d'un. Voilà. Est-ce que toi, c'est une question de l'appartenance et la question de l'appartenir quelque part, ça a été important, et est-ce qu'il y a des obstacles qui parfois t'ont empêché? Il y a eu des obstacles, bien sûr, qui sont devenus des choses positives plus tard. C'était un obstacle dans le sens où moi j'ai gagné une bourse pour aller faire des études au lycée, mais au moment d'aller à l'université, j'ai perdu toutes les acceptances aux États-Unis de toutes les universités qui m'avaient accepté parce que je n'avais pas de papier. Donc c'est pour ça que je suis en France. Donc aujourd'hui je dis merci à cette université qui est bien. Mais en revanche, moi j'étais aux États-Unis, ayant passé 17 ans de ma vie là-bas, moi je suis vivant en France, je me dis américaine. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de nationalité américaine. Aux États-Unis, je n'étais jamais considérée américaine. Mais j'ai des cultures qui m'a suivi. Et étant capverdienne, on n'est que 800 000 dans le pays, on est 2 millions dans le monde. J'étais toujours fière et j'ai toujours préservé ma culture. Mais j'étais la fille peut-être le moins capverdienne, dans le sens où j'avais pas des amis capverdiens. Ma mère, elle faisait les choses à la maison, mais c'était que ça, c'était que à la maison, donc c'était notre vision, notre pensée. Donc bien sûr que moi je suis allée au Canada pour la première fois en 2007, après les débuts en France, moi je suis allée au Canada, les Canadiens, c'est pas le Canadien, le vrai. Donc c'est là où moi je sais que on sait ce qu'on est depuis toujours, c'est juste que les gens font remettre ça en question. Moi, j'ai toujours su ce que j'aime, ce que je veux faire dans ma vie. Et on a plus de regard vers la société, ce que les gens attendent de nous, comment on doit s'habiller, comment on doit parler, qu'est-ce qu'on doit aimer. Donc moi, c'était pas que j'étais la bibliothèque, c'est parce que les gens ne savaient même pas où était le tablet. Et ça, c'est moi, c'est toujours. Donc quand j'étais petite, je disais des trucs comme je viens un peu de Jamaïque, c'était toujours un peu. Et aujourd'hui, je regrette, je me honte. Et c'est pour ça que je crois, je vis
m'arrive, c'est encore un oui, obstacle quand j'étais jeune et qu'aujourd'hui, je me remercie. Merci. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur la question de. Tu as essayé d'être d'autres personnes à un certain moment de ta vie parce que tu ressentais qu'il y avait une valorisation de cette identité-là. Ce qui est. Moi j'ai ressenti ça par exemple, le fait de. Là où on est tributaire de l'histoire de notre pays, de la terre dans laquelle. En France, quand on voit, on se demande si je suis d'origine chinoise, cambodgienne, vietnamienne, c'est des pays avec qui la France a eu des échanges forts sur les périodes passées. Et si je change de continent, on projette sur moi d'autres attentes. On me dit, je vais, par exemple, j'étais mélaniste, et ils me demandaient ah mais tu es d'origine ouzbek, tu es d'origine kazakh, parce qu'ils avaient eu des relations avec des pays puisque c'était des migrations, des migrateurs qui sont pas forts en France, donc c'était pas du tout au Kazakhstan ou en France, et je ressemblais à une image de ces personnes migrantes-là. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on n'est jamais, ça c'est des projections, c'est des projections qui sont construites, c'est pas du tout quelque chose qui est naturel dans la vie. Et aussi tu parles beaucoup de l'importance de la nourriture dans ton travail, tu soulignes qu'en fait c'est aussi un endroit, la nourriture, un refuge, et un endroit important où on sait que c'est là, que c'est home, c'est beaucoup plus simple de dire en anglais, parce qu'il n'y a pas vraiment la même notion en français de dire c'est ma maison, non, c'est pas ça. Et en fait, c'est important, la nourriture, et ça aussi définit une forme de nos identités, parce que ça porte de saveur et de sens. La nourriture, pour moi, c'est tout, c'est la vie. Là, le travail que je fais aujourd'hui, c'est parce que la nourriture, c'est le seul endroit où on est obligé d'avoir du contact avec les gens sur le voyage. Parce qu'on doit manger, on doit échanger. Donc, le même travail, c'était dans un restaurant où il y avait beaucoup de touristes, des Chinois qui parlaient anglais. Donc, j'arrivais à expliquer les plats. Et ici, pour la restauration française traditionnelle, on a tendance à dire faut manger ce qu'il y a sur la carte. Il n'y a pas trop d'explication, il n'y a pas trop cette discussion d'histoire, de raconter le pourquoi de la racine des choses. Et moi, ça me fascinait. Le pourquoi de manger un canard d'une façon aussi, parce qu'on le mange de temps en temps dans notre pays, le voyage épice et le vin, c'est ça qui m'a donné une raison d'être. Donc je pense que la nourriture, ça nourrit. Et quand je voyage, quand je prends une nourriture, la première chose que je fais, c'est que je mange. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier en France, parce que ça m'a donné ma place ici, quand j'ai décidé que j'allais faire ma vie ici. Je vais passer le micro à Strachi pour rebondir sur ce que Christelle vient de dire sur la question du pouvoir des cultures. Et dans ce que tu dis, Christelle, il y a aussi cette idée que la culture nous rapproche. Donc ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur, toi, Strachi. Mais parfois aussi, elle utilise la manière dont la culture est à division, c'est aussi quelque chose qui te parle, toi. Ah ouais, clairement. Parce que du coup, moi je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guyane, là-bas j'ai découvert la musique, les percussions traditionnelles, pour ces percussions traditionnelles, j'ai appris les rythmes de différentes cultures. Après, je me suis intéressé au basket, c'est le basket qui m'a permis d'arriver en Europe. Et j'ai navigué un petit peu en Espagne, en Bulgarie, et à chaque fois, c'est marrant parce que du coup, dans ce que tu dis, je me suis beaucoup revenu parce que j'ai adopté de nouvelles identités, de nouveaux personnages à chaque fois. En Espagne, on m'appelait Javi, en Bulgarie, ça n'arrivait pas à dire Xavier, du coup, on m'appelait Lenny. C'est marrant, et quand je suis arrivé sur Paris, on m'appelait déjà Strachi. Je me suis dit toujours qu'on m'appelait Xavier, et on m'appelait toujours Strachi. C'est marrant. Et en fait, dans ces explorations musicales,
il y a un fil rouge qui est le hip-hop et qui est l'histoire un petit peu des cultures qui disparaissent. Et c'est ce que je suis en train d'explorer et d'essayer de raconter inconsciemment aussi. Hein. C'est vraiment une prise de conscience presque en temps réel au fur et à mesure parce que avant, j'étais pas dans le pouvoir de mon identité. Et là, je suis en train de la réapproprier parce que je me rends compte en fait, l'histoire du Kroka elle est forte. Moi, dans le beatbox, en fait, le beatbox dans le monde, c'est une pratique qui est originaire de New York. Mais pour moi, elle a une résonance différente parce que je viens de Guadeloupe et la culture des percussions traditionnelles est centrale, ancrée dans la résilience, dans la résistance. Et dans le Kroka, en fait, il y a eu une forme de beatbox qui s'appelle le Boulanger, qui fait. En fait, il a été adapté pour pouvoir imiter les percussions traditionnelles à l'époque où il y a eu. En gros, ils ont remis l'esclavage, je crois, en 1802. Donc c'est Napoléon qui a réinstallé l'esclavage et il a supprimé la pratique des percussions traditionnelles. Et en même temps, bien après, ces pratiques traditionnelles ont été, avec la colonisation, effacées et discréditées. C'est-à-dire que même les populations locales le voyaient un petit peu d'un mauvais œil. Et c'est que depuis récemment, je crois en 2014, que le Kroka est rentré au patrimoine matériel de l'UNESCO. Et du coup, j'essaye de redécouvrir ma culture par la musique, mais aussi par la nourriture. Si je parle de Bokit aux Antillais qui sont dans la pièce, si je les invite, ils ne vont jamais me dire non. Enfin, je crois. Est-ce qu'il y a des Antillais par ici qui connaissent le Bokit? Ok, je vois les Bokit lovers par là. Mais ouais, c'est quelque chose de. C'est un patrimoine culturel qui nous lie. Et c'est très intéressant. Et en même temps, moi je suis en train de vivre aussi le beatbox qui est en train de se propager partout dans le monde. Donc c'est un art qui a été popularisé aux États-Unis mais qui aujourd'hui est pratiqué en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Japon, dans des contrées incroyables, au fin fond de la Russie. Et c'est super intéressant. Et en fait, ils arrivent à créer de nouveaux formats d'une batterie, enfin de nouveaux formats avec cet outil. Ce qui fait qu'on arrive à une période où l'histoire n'est plus racontée. Mais je me rends compte que ça commence à devenir ma responsabilité de devoir raconter cette histoire. C'est ce que je suis en train d'explorer actuellement. Voilà. Merci Scratchy. Moi, ce que j'entends vraiment dans ce que tu me dis, c'est aussi l'histoire vraiment inextricable des migrations, des arts et de l'histoire. En fait, c'est-à-dire que ton travail aujourd'hui prend un autre sens. Quand tu dis que tu redécouvres quelque chose, c'est que d'apprendre l'histoire de ces arts, ça donne une dimension qui est vraiment importante et qui inscrit en fait ces pratiques humaines dans vraiment ce qu'elles sont pour nous, c'est-à-dire des formes de résistance, des formes de lutte extrêmement importantes et qu'on ne peut pas mettre de côté parce que c'est pas juste de l'entertainment ou juste un divertissement. En fait, rien n'est juste quelque chose. En fait, tout est plein de choses à la fois. Et merci beaucoup pour cette présentation de ton travail. Je vais aussi rebondir sur ce que tu dis parce que pour questionner Mike, parce que toi dans ton travail, par exemple, tu écris de la poésie, tu as travaillé sur des thématiques qui sont proches de ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que tu peux nous dire, toi Mike, comment tu appréhendes tes identités dans ce que tu fais aujourd'hui? C'était compliqué en fait, parce que j'ai pas arrivé en France par choix, c'était comme beaucoup de monde, c'était une histoire d'amour. C'était pas exactement la même situation avec Chris. Cette histoire, ça m'a fasciné.
avec toute l'ironie dedans, avec l'obligation de l'université qui nous jetait ici, de trouver là, tout ça. Moi, pendant je commençais à écrire, en fait, les études, c'était sur l'expérience des expatriés noirs américains pendant le 19e siècle. Et donc, j'avais déjà parti beaucoup. Et puis, en fait, j'ai pas envie, si j'avais suivi la tradition de ma famille américaine, et aussi comme un expatrié, c'était pas pour arriver à Paris, c'était pour aller à Mumbai, Lagos, Johannesburg, le Paris de notre siècle. C'est Paris, la raison, les poètes, beaucoup d'écrivains qui venaient de travail, beaucoup de gens de mon tradition, c'est ça qui était à Paris, c'était parce que Paris, pendant le XXe siècle, c'est une combustion des vieilles idées avec de nouvelles technologies qui fait une explosion assez magique. Mais maintenant, ça passe dans les autres lieux. Maintenant, ça passe à Johannesburg, Guangzhou, Kigali, on voit comme ça. Donc Paris, c'est une situation assez spéciale parce que c'est vieux autour de ça. Et donc, moi, je n'étais pas à l'aise quand j'arrive ici. Je me suis dit, ben dis donc, si je vais vraiment dans la tradition, dans les expatriés, dans l'américain, je vais dans un autre endroit. Donc j'étais obligé de reconstruire. Et j'ai fait ça, en fait, ça c'est une question de trouver le bon quartier. Donc c'était pas ma femme, elle avait un bel appartement, un 9e, j'étais pas du tout à l'aise là. C'était confortable, le canapé, les pompes, les SFR, et les câbles et tout, mais c'était pas chez moi. Parce que moi j'avais vécu en banque, avant j'ai quitté pour faire. Et donc l'ensemble, j'ai trouvé ça délit. J'étais bien mon studio, les Saint-Denis, là je mange comme je peux. Autour de la cuisine, c'était très important aussi pour moi. Par exemple, quand j'ai tourné avec 3 pots de piment. Parce que tu ne sais jamais à quelle ville il faut que tu es obligé à ajouter le piment. Par contre, donc c'est mon travail, c'est vraiment basé en réaction de mes prédécesseurs. L'autre chose qui est intéressante dans cette brigade-là, c'est, j'ai dit toujours que j'ai une bonne expérience en inverse. Par exemple, beaucoup d'expatriés américains qui parlent de faits qui, quand ils arrivaient ici, pendant les années 50, 40, 30 ans, en plus, une sorte de liberté parce qu'ils n'étaient pas jugés directement sur son visage. Par contre, moi, qui suis tellement impliqué, j'ai grandi pendant l'époque de la mouvement et tout ça, avec le Black Youth. Et aux États-Unis, tout le monde sait exactement où je suis. Mais ici, c'est fatigant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit ah, t'es israélien, t'es italien, t'es brésilien, t'es qui toi? T'es rien. Et les moments comme ça, c'est mignon, et après, il y a des moments où c'est putain fatigant. Et tu te dis, mais et des moments où il y a une difficulté à accepter le métissage involontaire qui passe dans notre histoire. La raison des yeux bleus, c'est pas un choix. C'est parce que mon arrière-grand-mère était violée. C'est ça le métissage involontaire qui passe, et les gens qui composent. C'est trop comme je vis en France, bien sûr, avec les gens. C'est difficile pour les capter cette double historique. Et donc, honnêtement, entre les créations, entre les présentations, c'est un petit peu fatigant après 17 ans. Je suis là et quand j'ai fait l'interprétation de mon métier, c'est pour parler de mon histoire. Mon histoire, c'est vraiment américain. Et pour présenter chaque discussion, avec une petite biographie où maintenant je suis noir, c'est ridicule. Mais il faut que tu fasses ça. Et c'est pas complètement les différences des gens, c'est aussi sur la démographie. Les gens ici, c'est que les Antillais vraiment qui captaient entre les gens français.
l'histoire de la France par rapport à son passé esclavagiste et colonial, l'histoire aussi des États-Unis, et que par exemple, en France, quand tu parles des années 50, enfin des années où il y avait des migrations nord-américaines qui venaient en France à ce moment-là. En fait, ils étaient étonnés que les personnes en France ne parlent pas de race, ne parlent moins de race en fait aux États-Unis, tout simplement parce que en France, du fait de la colonisation, les personnes qui n'étaient pas blanches n'avaient pas à venir en France. Elles restaient dans des colonies, elles ne pouvaient pas voyager. La question de la migration ne se posait pas, puisqu'il y avait une interdiction de migration. Et que, alors qu'aux États-Unis, évidemment, ils sont différents, puisque les personnes étaient, les personnes natives étaient là avant, et ensuite, on a amené des personnes d'un autre continent. La question géographique est très différente. Et cette question de ce qu'on appelle le principe de la goutte de sang, qui rend noir toute personne qui aurait eu une goutte de sang noire, ce qui évidemment en France n'a pas de sens, puisque on n'a jamais eu des rapports aussi proches avec les personnes des colonies en fait. Et aussi, je trouve que la question du métissage est importante. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a tendance à parler des personnes qui seraient métisses comme une solution au racisme, et que ce serait bientôt des gens de droit qui seraient tous métisses, et ce serait formidable. En fait, la question biologique n'a rien à voir avec la question politique, c'est-à-dire qu'on peut soi-même être racialisé et être raciste. Et que le métissage n'apporte aucune solution, puisque avec le métissage à la base, c'est de la violence en fait, quoi. Et les personnes métisses, comme tu peux aller pour des anciens, ont été violentés, et c'est de là qu'est le métissage. Mais quelquefois, les jumeaux aussi, c'est intéressant comme les scientifiques qui avaient ici pendant le XVIIIe siècle. C'était pas les Noirs, ni les Métis, c'était les Américains. Tout avant la Révolution. En fait, c'était une célébration des Américains. Il avait effacé une forme de. Il avait effacé ça fait une sorte de mur entre les suite qui en date et le non-pas. Tout d'un coup, c'était les Américains qui faisaient ça, les Américains qui. Et ça part de continent. Et aussi, juste le mot créole aussi, c'est pas intéressant. Parce qu'en fait, le seul créole, c'était le blanc aussi, qui était la matalo, qui était le bateau, c'était le propriétaire de plantation, de work camps. Et bon, tout d'un coup, c'est pas la faute de le français, c'est le créole qui avait fait toutes les bêtises. Donc c'est juste avec ce mot-là, ça crée une distance. Et petitement, les choses américaines, c'est inévitable que la violence vive avec l'image du con. Moi, la racine sont mélangées, donc quand j'ai étudié toutes mes origines jusqu'à la 16e siècle, c'est complexe. Les Cherokees, les Chickasaws, les Anglais, on ne sait pas si on est Sénégalais ou Nigérien. Donc, les discussions, c'est toujours engagé. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant poser les mêmes questions à Nam. Toi, tu es cofondateur d'Anna Gordon, qui est une cantine vietnamienne, une épicerie, et on va parler beaucoup de nourriture, et ça, c'est important évidemment dans le travail que tu fais, puisque tu es dans une démarche de mise en valeur de ton héritage gastronomique qui est vietnamien, et tu proposes dans cet endroit qui est à tu sources des produits, vous sourcez, puisque vous êtes, tu es associé avec ta compagne, et que cette démarche, elle est clairement c'est en militance en fait, ce que vous faites là-bas. Alors, oui,
global, je suis sur l'identité. Et quand j'ai créé le projet, il y avait une volonté de vraiment combattre un peu les clichés qu'on va avoir sur la culture vietnamienne. Voilà, par exemple, sur tout ce qui est gastronomie, on va vraiment dessiner une chorégraphie parce qu'on va imaginer sur des tables. Un exemple assez simple, on va souvent dire non, mais les vietnamiennes, ça doit être pas cher. Mais pourquoi ça doit être pas cher? Et on nous demande, on a cette question de dire, mais on aimerait bien avoir quelque chose de meilleure qualité. Mais en même temps, on dit, il faut que ce soit pas cher comme ça. Et il y a un peu ce paradoxe là où on dit, on demande de résoudre un problème à nous, on essaie de faire pas cher le stéréotype, mais en même temps, on demande la qualité. Et c'est pas évident de combattre un peu les stéréotypes et d'expliquer, on ne peut pas tout avoir à expliquer dans notre démarche. Nous, on a voulu vraiment faire quelque chose de différent. Et on va devoir montrer, on doit passer par là. Et aussi le rapport au café, puisque c'est un coffee shop, et la culture du café au Vietnam, elle n'est pas nulle part, puisqu'elle a aussi une histoire coloniale, elle a aussi servi de banque de base en fait, pour la culture du café française, qu'on a exporté comme une commodité en fait, une marchandise. Et ça aussi, c'est un travail pour expliquer en fait cette histoire et comment est-ce que par exemple aujourd'hui les coffee shops sont cette partie de la vie vietnamienne, il y en a partout un peu dans plein de pays du monde et ça n'a pas ça a eu un coup en fait cette tradition. Alors ce qui est très intéressant sur la culture vietnamienne, c'est qu'elle a repris des éléments économiques du café qui venaient à parler français. Mais la manière dont il est vraiment évolué, de recréer cette culture-là, c'est vraiment à partir du moment où il crée leur indépendance, à partir du moment où le Vietnam est libre, il se permet de reprendre la manière dont ils vont créer cette culture. Et au Vietnam, du coup, ce qui est l'effet vietnamien, c'est non seulement l'utilisation du filtre, mais également le fait qu'on a changé, qu'on a décidé de cultiver au Vietnam qui ne sont pas les mêmes que celles que la France a apportées au départ. Ensuite, on a créé différentes recettes de café qui sont différentes par rapport à ce qu'on connaît en France. Et en gros, on va utiliser vraiment une interprétation assez intéressante. Là où on se recrée une culture à partir d'un indépendant. Et si on voulait faire découvrir cette part de comment le Vietnam se recrée une culture à partir d'un élément qui lui a été imposé. C'est vraiment ce que tu décris, c'est vraiment la définition même de la réappropriation d'une forme de puissance culturelle qui a été à un moment donné de l'histoire une exploitation et puis qui aujourd'hui devient une forme de l'État exporte son café, donc ça devient aussi une ressource qui sert les personnes qui travaillent dans ce domaine. C'est vraiment ça illustre bien notre tableau ronde. Et je voulais vous demander maintenant quel est votre rapport avec Soul Food. Je sais que vous êtes un bénévole. Et qu'est-ce qui vous a décidé à accepter de participer à cet événement? Comment vous vous inscrivez dans la démarche de Soul Food et qui est centré sur l'entrée par là, justement, pour que les personnes ne soient pas dans une forme d'assimilation, mais vraiment une forme d'intégration positive. Je pense qu'il est l'objectif de Soul Food. Pour moi, j'ai rencontré Soul Food la première fois chez Others, dans le 18e Super Café que vous devez tous aller visiter. C'est dans le quartier de Marcadet. Normalement, avec beaucoup d'associations, normalement le focus est toujours, moi j'aime bien dire très technique, très pro, travail, ça, plein de choses, mais là c'était l'art, la culture vraiment. Et je pense que quand on a des soucis dans la vie, on doit survivre, on doit manger, on doit s'émerger. Souvent on n'a pas le temps de penser à s'amuser, à profiter de l'art, de la culture, de la musique, de soirée, de
Et avant tout, ils n'ont parlé que de l'art, de la culture, de l'intégration de façon artistique des réfugiés en France. Et ça m'a beaucoup touchée parce que pendant toute ma vie, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours accepté des travails qui me proposaient de faire des fois 18 heures la journée. Pour moi, c'était normal parce que tu dois faire ça pour y arriver. Et moi, je pense que ça devrait être totalement l'inverse. Pour que quelqu'un, l'immigration, c'est tellement important pour ces raisons-là, pour les changements de culture et des façons de vivre. Et quand on prend le temps de connaître quelqu'un, je pense que tous les préjugements, toutes les stigmatisations qu'on peut avoir disparaissent. Que même si on peut garder certaines tendances racistes, discriminatoires, même à l'intérieur, on sait que c'est pas vrai, mais même des fois c'est juste une façade. Et je pense que c'est ça qui déstructure. Tout ça, c'est l'art, c'est la danse, c'est la musique, c'est la nourriture, c'est les poissons, c'est le vin. Même si on voit pas, si on connaît le pourquoi. Par exemple, moi j'ai connu plus de ma culture à travers le vin parce que quand j'ai commencé à faire des vins en France, c'est là où j'ai dit on produit du vin au café. En fait, on a du vin au café. Et ça, c'est très intéressant parce que ça m'a rapproché à ma culture. Donc, c'est ça qui m'a touché chez surtout. Donc, on a tous parlé. Et moi et mon mari, qui est aussi chef de cuisine dans la restauration, on a senti le besoin d'en faire partie. Et surtout, on a découvert un programme d'administration professionnelle dans le métier de bouche. Et encore une fois, ça nous a inspiré. Donc, c'était plus fort que nous, on voulait faire plus. Ils font déjà très bon. C'est une association qui vraiment est indépendante, qui ne dépend pas sur des aides gouvernementales. Ils font tout eux-mêmes pour pouvoir avoir cette liberté et indépendance de faire les choses jusqu'au bout et de ne pas faire des concepts. Des sacrifices. Donc, ils ont des objectifs pour les jeunes qui veulent y arriver à 100%, pas à moitié, et pas leur laisser à moitié chez l'entreprise. Même, je les ai invités à laisser les gens travailler dans certains établissements avec qui je travaille, et même avec moi, ils étaient très durs. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont être. Vous allez être bienveillants? Même avec les gens avec qui ils font confiance en moi, ils font le travail. Ça m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que. Du coup, moi j'ai rencontré Soulful qui a Sandra et François. C'était, je crois, au centre culturel suisse où j'avais un ami qui faisait de Suisse et qui venait justement faire un spectacle, présenter son spectacle de Blue Station avec une chanteuse. Et il se trouve qu'avec quelques amis kickboxers, dont Thiago que je vois au fond, qui est en train de filmer, notre ami nous a invités sur scène. Et on était 5 kickboxers, je crois. Donc du coup, on a improvisé un spectacle pendant son spectacle. Et juste après le spectacle, Sandra et François sont venus me voir pour pouvoir poser des questions sur ces arts, parce qu'en fait, au final, c'est un instrument particulier, le beatbox. Tu dois créer ton instrument à partir de ton corps, apprendre à jouer, et ensuite, tu peux l'emmener un peu partout. Moi, je me plains toujours, j'adore la contrebasse, mais je trouve que c'est super encombrant, et je suis très content de pouvoir transporter mon instrument où je veux, et jouer où je veux pas. J'ai eu l'opportunité d'aller apprendre, enseigner cet art dans des centres pénitentiaires, et je trouve que c'est un élément qui permet de trouver un échappatoire quand on fait face à des situations difficiles, qui permet d'exprimer des émotions, des énergies qui sont que les gens peuvent comprendre. Puisqu'au final, quand je fais des ateliers avec des enfants, je leur explique toujours que, en fait, si on fait des mélodies, je leur fais tester là, si par exemple je fais. Ça c'est joyeux, alors que je pourrais très bien faire et tout de suite ils disent ça c'est
approche très authentique quand ils comprennent la chose. Et en fait, tout de suite, ils arrivent à s'approprier ce nouvel instrument. Et ça parle à tout le monde en fait. Et, que ce soit des cinquantenaires, que ce soit des jeunes enfants, franchement, moi j'adore partager parce qu'en fait c'est un instrument qui permet de décupler un pouvoir d'expression. Parce qu'à partir du moment où on s'exprime avec des onomatopées, on est vraiment à la source dans le langage, on est vraiment à la source de la linguistique et on peut communiquer avec n'importe quelle nationalité. Moi j'ai pu échanger avec des Brésiliens, des Chiliens, certains qui ne savaient pas forcément parler anglais, des Asiatiques aussi, où on n'avait pas un langage commun, mais on avait juste le beatbox où on pouvait échanger, et c'était formidable. Du coup, c'est un peu comme ça que les relations avec Soulfood s'est construite, puisqu'au fur et à mesure que je suis venu animer des événements, partager cet art. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois qu'on va en parler aussi. Du coup, ce serait intéressant de partager un petit peu la musique avec tous les gens qui sont ici. Et ouais, en fait, j'ai pu faire plein de choses parce qu'en final, pour moi, je vois le beatbox comme une espèce d'école des arts de la rue des design franchise. Parce qu'au final, c'est pas que cet instrument-là, il faut savoir le vendre, il faut savoir le présenter, il faut savoir le traiter, c'est-à-dire le mixage audio, il faut savoir en faire des vidéos. En fait, ça demande de développer des compétences annexes, primordiales. Et en fait, je te retrouve avec plein de casquettes à la fin. Et c'est comme ça que du coup, Sarah et François m'ont invité aussi à partager les compétences numériques avec les jeunes de l'association. Ça a été toujours un plaisir de collaborer avec eux. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici pour présenter, participer à cette activité. Voilà. C'est une question que tout le monde a les mics. Est-ce que. Pardon. Qu'est-ce qu'il a. Alors, pour moi, ce qui vraiment ce qui me fait plaisir d'être là, c'est que mon père est migrant en fait, enfin un peu de épaule et si j'ai la chance d'avoir la vie que j'aime maintenant, c'est que quand il arrive en France, il connaissait personne du tout et c'était vraiment très très dur pour lui et s'il a réussi à s'en sortir, il a eu des petits gestes de solidarité. C'était pas beaucoup de personnes, c'était que des petits gestes et sa balance suffit pour faire la différence et je pense que c'est vraiment important des événements de solidarité pour aider les prochaines générations. Je suis d'accord avec ce que tu dis, juste l'importance de la connexion entre la cuisine et la musique. C'est complètement-là. Le meilleur concert que j'avais fait, c'est toujours quelqu'un qui cuisine à côté. En fait, j'avais fait pas mal avec le DJ, c'est un côté, et les gens avec le poil juste au côté, qui fait quasiment la même chose. Et c'était toujours un bon succès, parce qu'en fait, c'est technologique. Et les choses pour moi, c'est comme on dit avant, on pourrait rencontrer un nouveau lieu, on peut se dire avant, la première chose, c'est de trouver quelque chose, de mettre quelque chose dans ton bouche. Et c'est une tonalisation de ça qui en fait au début comme ça juste les choses qui sont avant c'est l'histoire tous les mélanges qui passaient avant les cuisines françaises c'est pas la cuisine française c'est pas le chemin de soin ou le chemin d'or et ça c'est déjà 500 années avant. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les Romains? J'étais obsédé pour un petit moment. Qu'est-ce qu'ils mangent en Europe avant la colonisation? La pomme de terre, pas la pâte, que dalle! J'ai étudié la cuisine romaine parce que ça m'a fasciné. Ce qu'ils fait avec très peu de choses. Et en fait, là, c'est déjà un énorme marché avec la cuisine de l'or. C'était bon, c'était pas comme maintenant. C'est bien. Mais c'était bon.
c'est North-American Ch'ti, les Tennessee, les noms de France. Tennessee Ch'ti. Et donc chez nous, on fait une pauvre carotte, mais avec bon piment. Pimenter la pauvre carotte, c'est bien. On fait mac and cheese, on fait mac and cheese. Je mets comme s'il y avait poisson dedans. Mais déjà, on continue à travailler la traduction. Et sur le focus, c'est exactement ça. On mange bien. Et ça, je crois, c'est pas mes enfants, c'est la première raison de rester en France. Et les cuisines, c'est le deuxième. Il faut qu'on écoute le reste jamaïcain. Voilà, c'est une belle conclusion. On arrive à la fin de cette table ronde sur le pouvoir, le champ de génération, le pouvoir des arts, des migrations et des cultures. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre. Je pense que clairement, le message qu'on a aujourd'hui, c'est un message de libre circulation des cultures, libre circulation des idées, des cuisines et évidemment des personnes. Je pense que c'est un droit fondamental qu'il faut rappeler. Que la migration est non seulement, voilà, c'est un droit fondamental, le fait de pouvoir circuler librement. Et aujourd'hui, pour les 50 secondes, je pense que toutes les personnes ici seront voilà, d'accord avec ce que vous venez de dire. Avant de finir, juste une dernière question à chacune de vous, c'est quels seraient les conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite en fait, aborder le domaine de créativité dans lequel vous travaillez. Quels sont les conseils à une personne qui ferait le même métier que vous? Je ne sais pas si c'est un métier qu'on choisit. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui c'est un peu qui résonne avec soi-même et du coup c'est comme un appel et à un moment donné je pense que les épreuves de la vie vont peut-être dévoiler des compétences ou des moyens d'expression, mais je pense pas qu'on veuille absolument choisir une voie dans la créativité, à part si ça nous parle vraiment par rapport à une histoire. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à donner, mis à part amusez-vous et laissez-vous créer ou laissez-vous porter par la plume ou par les idées, je vois pas quoi dire d'autre, parce que ouais, il faut pas laisser de place au doute, c'est surtout ça. Genre, on a souvent tendance les artistes à avoir un regard négatif sur ce qu'on propose, alors qu'en fait non, c'est banal. Il faut le partager, il faut laisser libre champ à l'interprétation. C'est comme un cadeau qu'on fait à l'humanité. Voilà. C'est une question difficile par rapport à le métier d'étant professionnel. N'importe quel métier, moi je dirais community. Parce que j'ai eu tendance à essayer de faire tout ça pendant beaucoup d'années. C'était pas une bonne choix. À partir du moment où j'ai commencé à partager mes douleurs, mes inquiétudes, mes questions, mon bonheur professionnel et mon travail avec des gens différents, je suis allée beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai besoin de quelque chose, si je ne compte pas que sur moi-même, j'arrive plus vite. Et la communauté, c'est tellement important. Et cette communauté n'est pas obligée de toujours être ensemble. Moi, j'ai toujours. J'ai cherché ça toujours. Et quand je me suis dit, arrêtez de penser à ce que tu veux et vivre le moment et vis ce que tu as et parle avec les gens que tu as autour de toi. Là, ma vie a changé. C'est pour ça que j'ai rencontré Sophie. C'est pour ça que j'ai une belle famille. C'est pour ça que j'ai un métier que j'ai fait de moi, de ma manière, d'une façon pas conventionnelle, mais ça marche. Donc, si on arrête de être tellement dur avec nous-mêmes et d'essayer d'être tellement un peu perfectionniste des fois, laisser les erreurs venir et compter sur les gens, créer ta communauté.
partager avec les gens, participer dans des moments comme ça, vous allez voir que les choses viennent, les gens viennent vers vous. Et le partage, c'est ça mon conseil, c'est le partage, la communauté. Et donc, toutes ces manières de faire ça. Oui, je suis 100% d'accord avec Estelle. L'idée de l'artiste, création, tout ça, c'est vite. Toutes ces collaborations. Vous êtes en collaboration, quand tu sors ton chambre, si tu as vécu avec quelqu'un, quand tu sors dans la rue, tu es dans une collaboration. Just do it. Et en fait, c'était le meilleur conseil que j'ai fait. Et j'ai jamais dit dans ma tête, je suis artiste. Toujours, j'ai dit que j'ai un travailleur. Mon métier, c'est pour le d'art, mais comme ça, je continue à faire des choses tout le temps. J'ai pas grand chose à ajouter parce que je valide tout ce qui a été dit avant. Ce que je dirais, c'est que c'est important de se permettre de rêver. On ne se permet pas forcément suffisamment de rêver, mais c'est ce qui nous ferait souvent. Moi, dans ce que j'ai créé, ce qu'on a fait maintenant, au départ, quand je l'ai créé, je n'imaginais pas faire autant que ça, et finalement, ça dépasse l'espérance. Je pense que c'est important de se permettre de rêver. Voilà, Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'avoir été présents. C'est pas magnifique de faire dans le programme Maïka, Christophe Andra et Christophe va ensuite nous faire tout à l'heure pour faire un peu avancer. Merci et merci encore à tous. À Christophe Andra, François et tous les équipes. Thank you.